C'était le 60e et certainement le dernier. Novak Djokovic et Rafael Nadal s'étaient rencontrés pour la première fois à Paris en 2006 et ils se quittent certainement aujourd'hui après 60 combats acharnés qui ont redéfini le tennis, qui ont redéfini notre sport. Cette 60e, c'était surtout l'occasion de constater à quel point Novak Djokovic actuellement, là, en 2024, évolue à un niveau vraiment différent de celui de Rafa. Novak avait toutes les clés du match aujourd'hui, on va disséquer ça en détail dans cette vidéo XXL, donc un coin tactique, un focus également sur les deux joueurs, une projection pour Rafael Nadal. Qu'est-ce qu'on va voir de Rafa sur les prochaines semaines, les prochains mois? Je pense que c'était un match très important pour lui, pour se situer, pour voir un petit peu ce qu'il en était. Avant d'attaquer sur l'analyse de la rencontre, n'hésite pas à t'abonner, mon très cher Goat, parce qu'on sera là sur la fin des Jeux Olympiques, sur l'US Open, sur tous les temps forts de la saison tennis 2024. C'est super important aussi pour continuer l'ascension de la chaîne, pour essayer d'aller taper, pourquoi pas, un jour, le million d'abonnés. Alors, la réalité de ce match, déjà on peut commencer par ça, c'est qu'on n'a eu aucune surprise, c'était le scénario attendu. Il y avait plusieurs scénarios, peut-être celui que Rafa envoie des pancartes comme ça d'un coup miraculeusement, retrouve son niveau de 2022, ou joue peut-être à peu près au niveau qu'il avait montré contre Sacha Zverev au premier tour de Roland Garros. Là on a vu en fait un Rafa typiquement dans ce qu'il nous propose depuis le début de saison, c'est-à-dire il a joué très court, un lift qui ne prend pas, un service défaillant, des difficultés à se déplacer dans le contre-pied, ça a été remarquablement exploité par Novak Djokovic, donc un scénario attendu, Rafa à son niveau, et Novak même je dirais un tout petit peu au-dessus de son niveau, jusqu'à 6-1, 4-0, on était parti pour une démontada, il s'est passé quelque chose ensuite sur la fin de la rencontre, on va le détailler d'ici quelques instants. Donc on a eu au début, sur le premier jeu surtout, une tension énorme, vraiment. Il y avait une énorme tension sur le Châtrier, on sentait, c'était palpable, il y avait tout le poids de l'histoire, toute cette tension qui s'est très vite dissipée à partir du premier break de Novak, 2-0, 3-0, 4-0, etc. Et en fait on a eu un adieu, parce que je pense qu'on reverra pas Novak et Rafa sur un court ensemble, un adieu anticlimatique en fait. Parce que souvent, on a donc cette idée de last dance, de dernier combat, etc. Mais ça se passe pas toujours d'une manière scénarisée comme ça, quoi. La réalité, c'est que parfois, le dernier match entre deux légendes, c'est un plouf, quoi. Il n'y a pas un match extraordinaire à se mettre sous la dent. L'écart de niveau, il était trop important à combler pour Rafa cet après-midi. Et moi, j'ai trouvé, vraiment j'insiste là-dessus, mais Novak resplendissant aujourd'hui dans les conditions lourdes du Châtrier. Ça a été une performance de très grande qualité de sa part. Je pense qu'il était motivé, galvanisé d'avoir Rafa en face de lui. Justement, on va parler des deux joueurs en détail, Nadal et Djokovic, juste après un petit mot du sponsor. Cette vidéo t'est proposée en partenariat avec CyberGhost VPN. CyberGhost VPN te garantit deux choses essentielles. D'abord, une navigation en toute sécurité sur Internet, sur un Wi-Fi public ou chez toi. Tes activités sont entièrement cryptées, ce qui te protège du piratage. L'autre grande qualité de CyberGhost VPN, et la raison pour laquelle je l'utilise moi-même, c'est de faire sauter toutes les géo-restrictions. Si tu es à l'étranger, tu peux regarder des programmes uniquement accessibles en France, et si tu es en France, tu peux accéder à des programmes uniquement diffusés à l'étranger. En gros, en 2 clics, tu peux regarder du sport gratuitement en te connectant à un autre pays. Ça marche pour le foot, pour la Formule 1 et même pour le tennis. Tu peux également débloquer le contenu de 40 plateformes de streaming différentes et regarder par exemple des films et des séries Netflix uniquement disponibles aux États-Unis ou au Japon. Une autre astuce, c'est de t'offrir YouTube Premium pour simplement 1,50 € par mois en te connectant via une IP argentine, ce qui supprime toutes les pubs de YouTube et t'offre un accès illimité à YouTube Music. Évidemment, pas de collecte ni de partage de tes données et tu peux connecter jusqu'à 7 appareils en même temps avec un seul abonnement. Windows, Mac, iOS, Android et même les consoles de jeux vidéo, CyberGhost VPN est absolument partout et avec plus de 38 millions d'utilisateurs, c'est un VPN qui a largement fait ses preuves. Tu as en plus une garantie de remboursement de 45 jours et un support client 24 h sur 24, 7 jours sur 7 en français. Que demander de mieux? Dans le commentaire épinglé ci-dessous et dans la description, mon très cher Goat, CyberGhost VPN te fait croquer une offre exceptionnelle. C'est 2,03 € par mois, plus 4 mois offerts, ça représente 83% de réduction. L'offre, elle est irrésistible pour kiffer le sport cet été, alors fais-toi plaisir. Allez, retour à la vidéo et on attaque avec le match de Rafael Nadal, la suite de la carrière de Rafael Nadal. On va faire un point très complet sur Rafa, sa perf et se projeter par la suite. Alors déjà un petit mot pour les fans de Rafa, je pense que vous avez vécu une après-midi catastrophique, terrible. Difficile de voir ça, franchement difficile à tanker, le 6-1, 4-0 quoi. Et tu te dis, il est pas un peu sadomaso d'aller sur le court contre Novak Djokovic dans ces conditions-là? Et moi je me dis aussi, il a respecté le jeu quoi. Il a vraiment respecté l'esprit olympique, il a respecté le jeu. On se posait des questions, est-ce qu'il allait jouer son premier tour face à Fucsovics? Il remporte ce match. Il n'a pas évité la confrontation.
Et vraiment, bah, après, voilà, je pense qu'il y avait 7 chances sur 10, 8 chances sur 10, 9 chances sur 10 qu'il se fasse dominer, voire écraser. Mais il est quand même allé au mastic. Et c'est tout à son honneur, quoi. Vraiment, c'est tout à son honneur. Et c'est tellement Rafa, en fait, de faire ça. C'est tellement ancré en lui, dans son ADN, de se battre, même si le combat est perdu, d'y aller encore et encore. Même si on peut se poser la question, à quoi bon? Certes, l'essence de ce joueur, c'est d'aller au mastic, même quand c'est impossible, même quand c'est compliqué, de retourner des situations invraisemblables. La dernière à l'Open Australie en 2022 contre Daniil Medvedev, 0-40 dans la 3e manche, il est mené 2-7-0. Mais en même temps, quand je vois ce Rafa-là qui a du mal à se déplacer, qui est très lourd, enfin, tu sens que physiquement, il galère, quoi. Dans sa chair, c'est très très difficile. Et c'est un peu fait au péril de sa santé, c'est un peu fait au péril de son corps. Déjà, le titre à Roland-Garros en 2022, il avait été acquis dans des conditions un peu paranormales, même si bon, c'est de plus en plus normalisé, les injections, etc. Mais moi, quand je vois Rafa, je vois de la souffrance. C'est une souffrance de le regarder, c'est un peu comme Andy Murray. Ils sont lents, ils sont lourds, ils sont pâteaux, ils sont en fin de course, ils sont en bout de piste. Mais en même temps, voilà, je pense qu'on est tous partagés. En tant qu'amoureux de tennis, on se dit c'est grandiose d'essayer d'aller tirer sa carrière comme ça, mais en même temps on se dit aussi voilà, c'est des pères de famille, c'est quand même un peu le moment de passer à autre chose. Et tu comprends aussi que le sport, la compétition, c'est une adrénaline de zinzin, je pense. Je pense qu'ils sont accros à ça. En fait, c'est des addicts. On est en train de regarder des addicts. On supporte des gars qui ont quasiment 40 ans, qui devraient être tranquilles en train de s'occuper de leur famille, mais qui sont complètement accros à ce sport, accros à la compétition. Et Rafa vraiment fait partie de cette caste-là. Alors maintenant, quel effet va avoir cette défaite sur Rafa? Parce qu'il a compris aujourd'hui qu'il était aux fraises. Il est trop loin du niveau qui lui permet possiblement d'aller remporter des titres, les titres qu'il souhaite, quoi. Une médaille olympique, même remporter un 500, ça paraît compliqué actuellement. Pourquoi pas un 250? Il n'est pas forcément passé très loin à Bastad. Mais combien de temps il va accepter ça? Combien de temps est-ce que Rafa va tolérer le fait de perdre contre des Borges sur terre battue, de perdre contre des Ubi Hurkacz sur terre battue? Ok, le pédigré de son adversaire aujourd'hui, c'était du très lourd. Donc encore, j'ai envie de dire ça va, tu vois, ça va te perdre contre Zverev à Roland-Garros, ça va te perdre contre Novak aux Jeux Olympiques. Mais combien de temps il va accepter cette douleur-là, en fait, de perdre des matchs qui à l'époque étaient très accessibles pour lui, ou accessibles pour lui tout simplement. Après ces Jeux Olympiques, on sait qu'il y a 2 exhibitions au programme. On a la Lever Cup, on a également l'exhibition en Arabie Saoudite, pays dont il est le représentant, l'ambassadeur désormais. Ça fait jaser dans les chaumières. Vous avez une vidéo consacrée à ce sujet sur la chaîne si vous le souhaitez. Mais moi là j'ai vraiment cette impression sur ce match en particulier, mais pas que en fait, hein, depuis le début de la saison, qu'on est dans une impasse, que Rafa n'a plus sa grinta, sa longueur, son punch, ou alors vraiment d'une manière trop épisodique contre des joueurs du top 10, du top 20, c'est trop difficile pour lui désormais. Il arrive un peu par instant à briller sur certaines séquences pendant 15-20 minutes, mais sur l'ensemble d'un match, du début à la fin, sur un combat par exemple de 3 ou 4 heures, bah, ça devient très très compliqué pour lui, voire quasiment impossible. Un mot sur Novak également, avant que je fonde complètement. Alors là, je pense qu'il fait, c'est un record, hein, il doit faire 70 degrés dans la pièce. Si vous voyez des petites gouttes perlées sur mon front, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Donc Novak, un an de moins que Rafa, mais un corps qui en paraît, mais 10 ans de moins, quoi. Vraiment, la gestion du corps, la préservation de son corps de Novak, comment il a compris très vite, tout de suite dans sa carrière, en fait, avec les premières désillusions contre Rafa en Grand Chelem, les abandons, il voyait bien qu'il n'arrivait pas à respirer, il avait des problèmes d'endurance qui étaient énormes, et il a réussi à les solutionner. Et je pense que ce joueur, c'est vraiment l'archétype du gars qui a pris soin de son corps, un peu à la manière de LeBron James, ou il y a d'autres joueurs, hein, il y a d'autres sportifs actuellement qui ont compris ça très vite et qui arrivent à étirer leur carrière, mais vraiment il y a quelque chose de fascinant, quoi. Il est encore si frais à 37 ans, en finale de Wimbledon en Moonwalk il y a quelques semaines. On rappelle, hein, Federer, il était en finale à Wimbledon à quasiment 38 ans, en 2019. The infamous final. Et Djoko, je pense qu'il devrait pouvoir dépasser ça, hein. Il devrait pouvoir jouer jusqu'à 38, 39, 40. Alors après, il faudra toujours être compétitif, il faudra pouvoir lutter sur des demi-finales, des finales en Grand Chelem. Là, il a toujours aucun titre cette saison en 2024. Ces Jeux Olympiques aussi sont très importants pour lui. Au-delà du fait de terminer le game,
de boucler son palmarès, il y a aussi cette idée de enfin remporter un titre majeur cette saison. L'écart avec son rival de toujours était énorme cet après-midi. C'était trop important. Vraiment, on a vu une classe d'écart, quoi, un écart qui était abyssal. Et c'est marrant parce que c'est un effet inversé du coup par rapport à leurs jeunes années. Au début de leur carrière, 2006, 2007, 2008, c'était vraiment Rafa qui dominait au niveau de l'intensité, au niveau du physique. Et je disais que Rafa avait respecté l'esprit du jeu en se présentant aujourd'hui sur le court. Je pense aussi que Novak, il a respecté Rafa en essayant de lui mettre la plus grosse rouste possible. Même si on n'est pas forcément passé trop loin du 1 et 1, voire du 1 et 2, ça finit avec 5 jeux accordés à Rafa. Et le rêve olympique vit encore, tout simplement. C'est un tableau qui est compliqué, on le sait. Il y a du gros poisson qui rôde, et il faudra certainement se farcir Carlos Alcaraz en finale, mais le rêve persiste. Alors on va faire un point sur le match, on va analyser tactiquement ce qui s'est passé, parce que même si ça a été une démontada, je trouve qu'il y a eu pas mal de points très intéressants à disséquer, et la méthode de Novak sur cette partie, il a été très bon, très pertinent sur ses choix tactiques. D'abord, l'image de la journée, ça a été ça forcément. Les deux rivaux éternels liés comme ça sur un dernier match en 2024, c'est une image qui a fait extrêmement plaisir. Très vite dans cette opposition, on a compris que Novak avait un plan de jeu en tête, ne surtout pas jouer sur la course. Par exemple ici, ne pas jouer ce revers là, par exemple sur une zone un petit peu morte, parce que tu peux potentiellement te faire contrer par Rafa qui en bout de course, alors pas en bout de course extrême, mais quand la balle arrive dans la course, est encore pertinent. Non, il a vraiment usé et surabusé du contre-yep. Rafa qui a été dans les cordes, très difficile pour lui de repartir, de mettre un appui franc sur la jambe gauche et de repartir sur sa droite. Il s'est fait clouer de nombreuses fois dans cette position. Une autre idée pour Novak, c'était de sanctionner, de punir la deuxième balle de Rafa. Donc un service, on l'avait détaillé en preview, c'est un service qui est vraiment mauvais, je trouve, en 2024, même si à Brisbane on avait vu quand même quelque chose d'intéressant, mais là ça fait quand même de longs mois que c'est ultra laborieux, et donc Rafa qui est simplement à 31% derrière sa deuxième balle, Novak qui s'est mis pile poil hop sur la baseline pour sanctionner ça avec des retours, voilà, dans les pieds. On s'est pas posé de questions, on a retourné long, profond, plein centre, et c'était impossible pour le Rafa de 38 ans, ultra lourd, de se dégager, donc beaucoup de fautes. Agression derrière le service, contre-pied, mais également utilisation de la largeur et de la diagonale. On a vu Novak beaucoup contrer dans cette diagonale revers, frapper très fort, et du coup ça a provoqué des balles courtes, défensives de Rafa, donc des balles qui atterrissaient dans le carré de service, ce qui a permis ensuite à Novak de gagner du terrain, d'avancer dans le court, de reprendre 1 ou 2 mètres qu'il avait de retard, et de spammer les amortis revers. Il a fait un mal de chien à Rafa sur les amortis revers, impossible pour le Rafa fin de vie, d'aller récupérer ça. Un autre problème pour Nadal, ça a été le nombre de décentrages. Il est très mal placé, alors c'est difficile pour lui d'avoir le bon positionnement, il glisse beaucoup, on sent que les appuis sont pas fermement bien ancrés au sol, donc énormément de décentrage, mais ça on l'avait vu à Bastad, on l'avait vu contre Fucsovics, ça fait des mois et des mois qu'on voit ça. Il a du mal à être bien positionné sur la balle, parce qu'il est le vieux, en fait, il est lourd. Novak, il est pas bête, il a vu ça, et par conséquent, il a parfois modulé sa tactique, donc il a utilisé les moonballs en revers, on en avait parlé en preview, donc grosse moonball revers ici, tout simplement pour attirer le décalage coup droit de Rafa, et aspirer les fautes directes, beaucoup de fautes. Encore dans cette position. On revient au thème initial, les revers longs de ligne qui ont été formidables pour Novak. Quelle longueur, quelle pertinence, quelle précision. Ça a rappelé un petit peu à certains égards la finale de l'Open Australie 2019. En moins bon, parce que Novak, il avait été télescopique sur cette finale, il avait visé toutes les lignes, il avait sorti une classe des maîtres contre Rafa, mais là, vous voyez, on est encore dans cette position où pour Rafa, c'est trop compliqué d'arriver en fait à l'heure sur la balle et d'avoir la force de la remettre avec du volume sur le contre. Et donc à ce moment-là, on a la corrélation de deux choses, c'est souvent comme ça en tennis, Djokovic qui va légèrement plonger en termes d'intensité, en termes de concentration, et Nadal qui va passer le nez par la fenêtre avec quelques accélérations qu'on n'avait quasiment pas vues depuis le début de la rencontre. Là, un magnifique coup droit long de ligne, un dernier point succulent également pour revenir à 4 partout, et là on se dit, peut-être que le match est relancé. Mais que nenni, c'était une illusion, just an illusion, si je peux me permettre, avec un Novak qui va reprendre sa marche impériale à base de revers long de ligne, à base d'accélération, à base tout simplement d'un niveau, s'il jouait son niveau, il était intouchable pour Rafa, et donc il s'impose
très facilement quand même. Un petit mot de la fin pour se terminer, comme il est de coutume sur la chaîne, sur les gros matchs comme ça que j'aime bien couvrir, les finales de Grand Chelem. Là c'était simplement un deuxième tour aux Jeux Olympiques, mais c'était un Jodal, le 60e. Alors peut-être un peu décevant cette rencontre, même si je pense que pas mal d'entre vous quand même, et je l'ai vu dans les commentaires, s'attendaient à une rouste côté Novak Djokovic. Alors maintenant, on a nos souvenirs. On a tout ce que ces oppositions ont réalisé, l'Open d'Australie en 2012, match titanesque, formidable, 5h53 de combat, 3-4 points peut-être un peu en dessous, mais sinon un match d'anthologie que je vous invite à revoir pour vous replonger là-dedans. Et même en fait, si vous découvrez le tennis, enfin si vous suivez le tennis depuis, je sais pas, 2018, 2019, 2020, c'est possible, il y a des personnes qui viennent d'arriver à ce sport. Revoyez ça, revoyez l'US Open en 2011, revoyez Madrid 2009, revoyez Wimbledon 2018, un match essentiel pour Novak qui lui a permis de relancer sa carrière après la défaite contre Cecchinato à Roland-Garros, les problèmes de coude, et enfin il arrive à remporter ce titre contre Kevin Anderson, et ensuite ça va enclencher un cercle vertueux pour lui avec 12 titres en Grand Chelem à partir de ses 31 ans. Djokovic, Nadal, c'est aussi toutes ces années de toxicité entre les fans hardcore, les mensonges, les attaques, les calomnies, etc. etc. J'ai l'impression que enfin on va pouvoir être débarrassé de ça, mais il faut bien retenir quelque chose. C'est que la carrière de Novak Djokovic ne serait pas du tout la même sans Rafael Nadal, et vice versa. Voilà, ils se sont apportés mutuellement. Ça se termine peut-être comme ça, d'une manière un peu décevante, un peu anticlimatique, mais on n'oubliera pas tout ce que ces deux géants du tennis nous ont procuré en termes d'émotion, en termes de frissons, en termes de grands matchs. Ça a été fabuleux à suivre, mais je pense que là, vu ce match, c'est bel et bien fini, et c'est peut-être mieux comme ça. Un grand merci à CyberGhost VPN qui a sponsorisé cette vidéo. N'oublie pas de cliquer sur le lien dans la description. Mon très cher Goth, tu as une offre de 2,03 € par mois, pas piqué des hannetons. Ça te permet de sauter toutes les géolocalisations qui sont pénibles sur Internet. Alors n'hésite pas à en profiter.